On va passer à la partie du pitch des startups. Alors, je vais demander à Michael Bricou, donc de Gloopy, de venir me rejoindre, suivi d'Antoine Como, donc de Snack & Co, et de Vassilj Budim Lidja de La Franquette, de venir donc successivement sur la scène. Je vous rappelle que c'est des startups qui ont été sélectionnées dans le cadre donc d'un test qui a été fait uniquement pour le forum Vie. Allez-y, allez-y. Vous êtes le troisième. Alors, dans l'ordre, pardon. Donc, le premier, c'est Michael Bricou, hein, c'est bien ça. Vitagora. Et le principe, c'est en 5 minutes. Il faut pitcher 5 minutes, montre en main. Désolé, il y a un timing. Et puis, comme ça permet de poser éventuellement des questions. Top chrono. Alors, je vais me mettre sur la slide. Top chrono. Merci. Bonjour à tous. Donc, Michael Bricou, cofondateur de Gloopy. Donc Gloopy, c'est un site et une application qui permettent de vous géolocaliser et de retrouver les restaurants qui vous entourent et qui proposent un plat ou un menu du jour. Une restauration traditionnelle pour un repas posé ou convivial, une restauration rapide pour ne pas perdre de temps ou même un food truck pour manger sur le chemin. Avec Gloopy, vous choisissez facilement et rapidement le restaurant plus proche de vous. Gloopy, l'idée est venue en 2013, fin d'année 2013, dans un restaurant avec un ami, Maxime Jomard, qui est aujourd'hui mon associé. Et on a lancé l'application, le site et l'application en fin d'année 2015, donc 2 ans après, donc ça fait pas encore 1 an, sur Dijon. Et ça s'est développé assez rapidement sur Paris et Lyon, et je vais en parler un peu plus tard. Donc le marché de Gloopy, il est assez simple, puisque finalement on vise la restauration globale, hein, traditionnelle, rapide et mobile. Donc il faut savoir que ce marché, c'est 180 000 restaurants en France. Sans passer trop de temps sur tous les points, un qui est assez important et j'aime bien parler, c'est les 37%. Ça représente la restauration rapide sur ce marché-là. Et c'est un nombre qui augmente chaque année. Ça prouve néanmoins quelque chose, c'est que les habitudes des consommateurs tendent vers vouloir manger, mais plus rapidement, et aller plus vers du fast-food ou même fast-good, mais en tout cas vers du plus rapide. Et ce qui est avantageux pour Gloopy, c'est que on va dans ce créneau-là en permettant à l'utilisateur d'avoir l'information sur son menu du jour plus rapidement et d'optimiser du coup sa pause déjeuner pour sortir le midi. Concernant notre développement, donc lancé fin d'année 2015, d'abord sur Dijon, puis voilà, comme je vous ai dit, ça a pris un peu sur Paris, Lyon. Donc on était à la base à une 50aine de restaurants en décembre 2015 et aujourd'hui on a plus de 1300 restaurants qui sont référencés sur l'application. Donc c'est un chiffre assez intéressant, un développement assez intéressant. On a changé au cours de route notre business model. À la base, on avait un business model basé sur un abonnement pour les restaurateurs. On est passé sur une offre premium. Ça nous a permis d'avoir ce développement aujourd'hui qui croît et qui est toujours en croissance. Et encore plus intéressant, ça nous a permis d'avoir des contacts avec des gros groupes du type Hippopotamus ou Buffalo Grill. Alors, ce n'est pas notre cœur de cible. Le cœur de cible, c'est vrai que pour nous, ça va être du restaurateur indépendant qui a un menu frais tous les jours. Mais néanmoins, d'avoir des groupes comme ça sur l'application, c'est important, ça fait partie de la restauration. Et c'est surtout que c'est des groupes qui ont des gros comment dire, en termes de communication, ils sont assez gros. Ils ont leurs propres outils. Et le fait qu'ils aient choisi Gloopy pour référencer leur restaurant et mettre en avant leur formule, ça prouve qu'il y a un réel intérêt sur ce concept-là. Et pour vous parler donc, du futur, donc l'idée pour nous c'est de basculer sur un modèle payant assez rapidement à travers une réservation en ligne avec une commission sur les couverts réservés, de la promotion aussi d'événements. Mais la vraie vision future que l'on a, c'est l'intégration d'une vision sémantique sur Gloopy. En fait, c'est de permettre tout simplement d'analyser le profil d'un utilisateur, de pouvoir faire ressortir ses contraintes alimentaires, ses régimes, ses allergies, ou simplement des plats qu'il va préférer, pour le mettre en face de plats qui pourraient l'intéresser directement, donc avoir un algorithme qui soit capable de détailler les plats qui sont proposés par les restaurants et créer en fait un matching entre les plats et le besoin des consommateurs. C'est à peu près tout, donc je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci beaucoup. Alors, on peut l'applaudir effectivement. Est-ce qu'il y a des questions sur cette application? Personne a priori? Si, j'ai vu... Oui, bonjour. Je voudrais savoir comment vous vous êtes différencié au début de votre activité de services qui existaient déjà comme la fourchette.
Alors en fait, la fourchette propose typiquement la réservation en ligne de restaurants en mettant en avant des offres proposées par des restaurants. D'ailleurs, plus ou moins obligés de proposer des offres du type un menu acheté, il y a 50% sur le deuxième ou 30% sur mon menu acheté. Là, on est vraiment sur l'information du menu du jour. Aujourd'hui, on va dire notre gros concurrent, c'est Facebook, où les restaurateurs publient sur leur page Facebook les menus du jour. Mais là où ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, c'est bien, mais si on ne connaît pas la page Facebook du restaurant, c'est un peu dommage et on ne l'a pas. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un outil qui permette d'avoir sur une carte géographique l'ensemble des restaurants autour de moi et d'avoir directement les menus du jour des restaurants. Mais vraiment le menu du jour, c'est un peu différent de ce que peut faire la fourchette. C'est un travail de mineur de référencer tous ces restaurants? Alors on ne les référence pas parce que c'est eux qui s'inscrivent directement. Donc ce qui a été très lourd, c'est en étant 2 et de se lancer sur la France entière, c'est un gros travail en fait de base de données. Et aujourd'hui, on a travaillé, ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur une grosse base de données email qui a aujourd'hui une qualité énorme, avec des taux d'ouverture de plus de 30% sur 20 000 emails, c'est assez énorme. Et en fait, cette base, on la relance régulièrement en proposant notre service et on a des inscriptions à chaque fois, donc on continue de l'utiliser. Et en tant que start-up, de quoi avez-vous le plus besoin aujourd'hui? Aujourd'hui, on est plus en recherche de partenariats pour se développer plus rapidement et très rapidement aussi de fonds pour pouvoir passer, on espère très rapidement sur ce modèle-là et intégrer donc, ce futur projet. D'accord. Merci beaucoup. Félicitations. Alors, seconde start-up, Antoine Como, est-ce qu'il est là? Oui. Donc pour Snack & Co. Bonjour à tous. Donc Antoine Como, CEO et cofondeur de Snack & Co. Premier concept de restauration automatique. Alors je vais faire juste un petit point de genèse. Pourquoi on a créé ce concept? Au début, on était 3 associés. On avait une idée et un objectif. C'était vraiment de proposer une offre de restauration variée, équilibrée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc on a rapidement essayé les différents modèles et on a vu qu'à part l'automate, il n'y avait pas grand-chose. Le problème de l'automate, et on l'a tous vécu dans cette salle, vous avez souvent une offre de confiserie, boisson chocolatée, boisson sucrée ou un café un petit peu insipide. Vous pouvez payer qu'en pièces, une fois sur 2, il ne vous rend pas la monnaie et il est souvent disposé, on va dire, au fond d'un couloir à côté des toilettes. Je caricature un peu, mais on n'est pas loin de la vérité. Donc ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est, je vais prendre un terme, ubériser, disrupter un petit peu le marché du vending aujourd'hui en France et de se dire, on va passer de la distribution automatique à la restauration automatique. Alors avec 3 points. Concrètement, le premier, c'est une montée en gamme de l'offre alimentaire. Proposer des produits frais, variés, équilibrés et qui changent un petit peu toutes les semaines avec un menu du jour pour vraiment mettre tous les codes de la restauration dans ces machines et dans ces distributeurs. Deuxièmement, c'est la technologie. On parle de food tech et la technologie, c'était en 3 points. Un, c'est digitaliser le service. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus une personne, on a un écran digital qui nous permet d'avoir en amont toutes les informations, qu'elles soient nutritionnelles, qu'elles soient allergènes ou promotionnelles, pour justement, avant son acte d'achat, pouvoir choisir le menu qui nous convient. Et puis on les a synchronisés, parce que c'est bien de mettre des produits super qualitatifs dans des machines, mais si derrière vous mettez un coup de micro-ondes 3 fois de suite et que vous massacrez votre produit, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on les a synchronisés avec une colonne micro-ondes, ce qui fait qu'on a automatisé la remise en température des produits. Et dernièrement, on les a connectés aussi, pour avoir un suivi en temps réel et pour pouvoir justement avoir un approvisionnement qui soit optimum. Alors on parle de restauration automatique. Dans un restaurant, on n'est pas directement sur une assiette ou sur une carte, on est déjà dans un environnement, dans une atmosphère. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a voulu créer, c'est des espaces de lieux de vie alimentaires. Au-delà des distributeurs ou de la digitalisation du service, on a voulu vraiment créer un espace où on se sent bien. On fait aussi l'ensemble de la prestation, que ce soit des boissons chaudes, du snacking sain entre 10h et 16h, et bien sûr l'offre de repas ou l'offre du soir à emporter. Aujourd'hui, alors normalement à ce moment-là de la présentation, vous vous dites, mais est-ce qu'il produit les plats? La réponse est non. Aujourd'hui, notre savoir-faire, notre valeur ajoutée, elle est d'aller chercher des partenaires, aujourd'hui des start-up food, des petites PME et TPE locales, souvent, pour pouvoir justement proposer ces produits. Je vais vous donner 2 exemples. On a Peps qu'on a rencontré hier et on est en train de voir avec eux, qui sont des bocaux en fait aujourd'hui d'entrées, plats et desserts en produits frais. On a aussi des Libento qui sont des bento à la japonaise pour ceux qui connaissent, des coffrets repas. Voilà, c'est ce genre de partenariat qu'on essaye nous de développer pour pouvoir les mettre en avant dans nos distributeurs.
Et puis aussi, on a fait un petit peu de marketing dans l'équipe, et on a aussi cette envie d'aller trouver les nouvelles pépites françaises. Il y a 10 ans, personne ne connaissait, ou 15 ans maintenant, Michel et Augustin. Nous, notre objectif, c'est justement d'aller trouver le nouveau Michel et Augustin à travers justement des petites pépites. On en a 2 là aujourd'hui qu'on a référencés, qui sont le petit carré de chocolat et Bislove, qui est un jus d'hibiscus du Mali. Voilà, c'est un petit peu l'idée et l'objectif de Snack & Co. Concrètement, où on en est aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on a fait la preuve du concept, on a validé 3 choses. La première, et c'était la question qu'on se posait quand on a commencé à créer Snack & Co, est-ce que le Français est prêt aujourd'hui à aller se restaurer de manière quotidienne dans un automate? La réponse est oui, et on a la preuve du concept au bout de 2 ans où on a la queue aujourd'hui devant les distributeurs pour pouvoir justement avoir cette offre de restauration. Le deuxième modèle qu'on voulait valider, c'est le modèle bien sûr économique, se dire à quel niveau on est rentable. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est qu'à partir de 100 € de chiffre d'affaires par jour et par point de vente, on est rentable. Ce qui fait qu'on s'adresse à un marché, à une offre de restauration de moins de 50 couverts jour, là où aucune enseigne de restauration commerciale ne peut y répondre. Et puis le troisième, ce qu'on a validé, c'est les premières signatures de contrats. On a effectivement travaillé aujourd'hui sur un marché qui est plus le marché de l'entreprise, avec les promoteurs immobiliers. On a signé un contrat avec Nexity Blue Office. On a signé avec Vinci sur les résidences étudiantes. On est en train de voir avec Accor pour la marque Ibis Budget. Le marché est assez large, on va dire, et plutôt à dimension, je dirais, non limitée. Vous pouvez le voir sur le slide. On a vraiment effectivement la partie entreprise, moins de 200 collaborateurs concrètement. C'est le seuil où les restaurants d'entreprise ne vont pas, mais aussi tous les sites qui sont en 3-8 en logistique. Je pense à des Amazon, je pense au centre de tri de la Poste aussi. L'hôtellerie, l'offre économique hôtelière est très intéressante. Ils sont en train d'externaliser aujourd'hui leur offre de restauration. Et puis tout ce qui est campus universitaire et hôpitaux cliniques. Je me dépêche. C'est fini. D'accord, ben c'est fini. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par contre? On passe à la partie questions. Tout le monde a bien compris, a bien suivi? Non, madame, s'il vous plaît. Bonjour, Céline Gottin. Bonjour. Vous êtes sur des produits très qualitatifs, par exemple Pressé Mignon. Certes, donc Pressé Mignon, ce sont des jus de fruits frais. Comment faites-vous pour respecter les délais de consommation? Parce que la date de péremption est de 4 jours à peu près après la production du jus. Du jus, tout à fait. Donc en termes logistiques, ça représente un coût certainement considérable. La date limite de consommation, c'est le sujet et le gros débat aujourd'hui sur les distributeurs automatiques. Quand on a commencé il y a 2 ans, on a la chambre syndicale de la NAFSA, de distribution automatique. Concrètement, ils nous donnaient 3 mois en disant vous allez mourir parce que vous avez 30% de pertes. On a tous essayé, on l'a tous fait, et on a 30% de pertes parce que la DLC de 4 jours, c'est ingérable. Nous, aujourd'hui, en Matrix, on a 4% de taux de perte. La DLC est pour moi un faux problème. Il faut juste savoir si c'est au bon consommateur, au bon prix et au bon moment. Et après, que vous ne le vendez pas le premier jour, le deuxième ou le troisième ou le quatrième jour, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas un problème de DLC et de date limite de consommation, c'est un problème de produit qui n'est pas adapté aux consommateurs auxquels vous vous adressez. Vous êtes sur des débits qui vous permettent de proposer aujourd'hui des d'absorber produits. Justement cette DLC court. Une autre question? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Oui, madame, juste à côté. Bonjour. Est-ce que là, vous avez essentiellement des produits transformés, d'après ce que j'ai vu. Est-ce que vous avez pensé carrément aux produits frais, la pomme par exemple On y a pensé, mais juste pensé. C'est très compliqué de travailler le produit brut, on va dire, dans un distributeur automatique. Il y en a qui l'ont fait malheureusement. Là, pour le coup, à ma côté, parler de DLC à 4 jours, c'est un challenge. La DLC à 1 jour, c'est mission impossible. C'est pas aujourd'hui quelque chose qui est aujourd'hui qu'on peut faire. On n'a pas assez de débit là pour ça. Pas d'autres questions? D'accord. Juste le profil type des consommateurs? Très, très variable. Concrètement, je donne souvent cet exemple-là. Je peux me retrouver dans un centre logistique à DHL où je vais être à 85% d'hommes avec une attente prix, on va dire, et satiété. Comme je peux me retrouver dans un cabinet d'avocats à Paris 8e, je serai sur du CSP+, avec une attente prix et consommateur différente. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'ai une largeur de gamme qui soit importante et qui réponde à cette demande très large de typologie de consommateurs. Antoine Como, merci beaucoup. On vous applaudit. À présent, Vassilij, donc Budim Lidja, vous pouvez prendre un micro. Vous représentez la société La Franquette. 5 minutes. Alors, bonjour à tous. Donc, bon, beaucoup d'intervenants l'ont déjà dit. Ça y est, l'histoire d'amour entre les Français et la consommation collaborative, elle dure.
Bien sûr, on peut partager l'appartement, la perceuse avec les 90 secondes, et on peut même partager son tracteur. Quelques petits chiffres intéressants, même si je vois qu'il y a un petit souci sur le chiffre, c'était au-delà des pratiques, quels sont les usages et les motivations. Au-delà du gain financier, c'est beaucoup finalement la solidarité, le partage, la rencontre. Et quelque part, l'alimentaire a été précurseur de tous ces Airbnb, eBay et autres, avec les coopératives, les AMAP, les circuits courts, et tout ça surtout sur l'ingrédient, sur le légume, l'œuf, la viande. Nous, chez Franquette, on croit qu'on peut aller au-delà et qu'on peut aller à l'étape suivante qui est le repas. Donc, pour ce faire, nous avons lancé Franquette, toque chez ton voisin. Encore une fois, je suis désolé pour les petits problèmes d'affichage qui justement ne s'affichent pas tout à fait comme il faut. Qu'est-ce qu'on est ? On est une place de marché de plats faits maison en ligne à l'échelle d'une ville ou d'un quartier. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes dans votre quartier, vous pouvez trouver des plats faits le jour même. Ça, c'est très important, c'est une cuisine du jour, par des cuisiniers sélectionnés, avec l'hygiène totalement respectée, des ingrédients frais et des recettes originales. Quelques éléments qu'on ne voit pas, c'est également le côté gourmand des choses, puisqu'aujourd'hui, nous avons 45 jours de test, donc c'est tout récent, hein, c'est un concept qu'on a lancé en septembre de cette année. On est sur 140 inscrits, déjà 125 cuisiniers, déjà 80 commandes, et surtout, les gourmands sont satisfaits, les clients reviennent, les notes sont bonnes. Du coup, vous posez la question, qui est justement sur cette plateforme ? On va partir des cuisiniers, puisque c'est le début de l'offre. On a 3 grandes familles. On a les particuliers passionnés, qui sont là parce qu'ils ont un patrimoine culinaire à partager. Ils sont fans, ils sont foodistas, c'est des jeunes, c'est des plus moins jeunes, c'est des mères de famille aussi, et qui sont surtout là par amour de la cuisine et l'amour du partage. On a une deuxième famille qui est justement les personnes en reconversion, qui sont en CAP, cuisine, pâtisserie ou autre, et qui vont quelque part tester sur un petit marché, sur un marché local, les plats qu'ils ont envie de préparer et présenter demain en traiteur ou autre. Et le troisième, et on ne s'y attendait pas, c'est des professionnels, donc des gens qui sont déjà dans des établissements de restauration collective ou traditionnelle et qui vont justement le faire sur le jour de repos. Et là, sur cette population-là, on est clairement sur un aspect pécunier. Qui sont les clients ? Finalement, ce sont des voisins déjà engagés dans la vie locale. Parce que quand on vend des lasagnes sur Franquette, c'est les lasagnes de Marie. Et les lasagnes de Naïma, ce n'est pas les mêmes lasagnes que celles de Marie. Et vous achetez à chaque fois, donc client, les lasagnes, mais aussi l'histoire, les recettes, la manière de faire de la personne. Et puis également un deuxième aspect qui sont ce que nous on appelle les repas contraints. Alors bien sûr, c'est le salarié évident avec la pause de midi, mais c'est aussi les commerçants locaux. Lorsque vous êtes dans votre commerce de 8h à 20h, les choix, c'est la gamelle, c'est éventuellement le sandwich triangle, mais finalement, vous avez déjà ce tissu, vous avez déjà des gens qui viennent et qui sont vos clients, mais qui pourraient aussi être vos cuisiniers. Excusez-moi, je vais aller un peu vite. Pour que ça marche, parce qu'aujourd'hui, on est clairement encore dans une phase de test, on a identifié 3 principaux ingrédients de la recette. Le premier, c'est que être dans une zone urbaine à forte densité de population. Je vais illustrer ça par un exemple. Vous sortez du métro, alors c'est vrai que c'est très parisien, vous sortez du métro, vous sortez de la gare, vous allez chez le fleuriste, vous allez au pressing récupérer vos chemises. Pourquoi vous ne récupérez pas aussi, vous ne toquerez pas chez le voisin et ne récupériez pas un bon plat ? Deuxièmement, c'est vraiment le côté mixité sociale et générationnelle. Il faut, on souhaite en tout cas que des personnes d'âge différents se rencontrent, et c'est déjà le cas. Nos cuisiniers ont de 20 à 60 ans, que différentes origines se rencontrent parce que le plat est un moyen, est un vecteur de rencontre. Et enfin, on parle beaucoup de food tech, donc la tech, communication c'est important, présence digitale, présence web, mais il ne faut pas oublier que ce qui est vendu c'est le plat, et donc des dégustations, du terrain pour être présent. Je fais très rapidement. 30 secondes, il vous reste. Donc qui est derrière ça ? Donc nous sommes 3, d'un trio complémentaire, donc nos valeurs, et puis surtout, nous sommes déjà accompagnés, nous sommes lauréats de Haute Seine Initiative, et puis également accompagnés. Et si on est là aujourd'hui, c'est pas seulement pour parler de Franquette, c'est aussi parler de la cuisine collaborative et locale pour tous. C'est quelque chose en lequel on croit fortement. Collectivité, que ce soit, et on n'est pas du tout que parisien, on peut déployer ensemble des solutions pour proposer des solutions à l'échelle de votre ville. Ici, on est à Dijon, il y a un patrimoine culinaire incroyable, il y a des gens qui cuisinent très bien. Pourquoi ne pas faire des échanges ? Pareil, entreprise, intégrez-vous dans votre tissu local. Il y a plein de gens qui sont tout prêts,
que vous côtoyez mais sans vraiment les voir. Et le repas est une bonne manière de le faire. Merci beaucoup. Voilà, on peut l'applaudir. Est-ce qu'il y a des questions? Qui souhaitent poser des questions? Est-ce que vous avez tout bien compris? Madame, juste là. Non, juste là à côté. Bonjour, Marie-Pierre Mambrive, consultante en innovation en restauration, qui habite dans le 92. Je voulais savoir, vous avez parlé de l'hygiène. Comment est-ce que vous formez les gens, vous vous assurez de leur background niveau hygiène? Alors, tout à fait. Donc, on a un process bien établi. Tout d'abord, l'équipe a été formée, on est tous formés et certifiés à l'hygiène alimentaire en restauration commerciale. Deuxièmement, nous rencontrons chaque personne intéressée pour devenir cuisinier en physique dans nos locaux. On leur explique la réglementation hygiène, mais aussi les bonnes pratiques de l'hygiène. Troisièmement, les personnes vraiment intéressées pour aller plus loin, on se rend chez eux, on audite leur cuisine pour justement leur expliquer ce qui va, ce qui ne va pas, montrer en situation des cas de figure comme si on est blessé, s'il y a un animal de compagnie, qui sont des choses éliminatoires. Il nous arrive d'en éliminer certains à ce moment-là. Quatrièmement, ceux qui vont vraiment publier s'engagent à signer, et la signent concrètement, une charte qualité-hygiène. Donc ce n'est pas seulement l'hygiène, c'est la qualité avec les ingrédients frais et la cuisine du jour, qui sont deux éléments importants pour nous. Dernier point, c'est nous qui fournissons les emballages qui sont tous agréés Contact Alimentaire. Une autre question? Une précision? Est-ce que vous êtes juridiquement responsable s'il y avait un accident? Alors, juridiquement, puisqu'on a travaillé avec des avocats, le vendeur est le cuisinier. Par contre, nous, quand on définit notre activité, elle est autant de vendre des plats que d'accompagner nos cuisiniers. Donc clairement, nous accompagnons nos cuisiniers. Je touche du bois, on n'a pas eu de souci jusque-là. On est en train de discuter avec des assurances aussi pour mettre en place des solutions d'assurance. Juridiquement, on ne l'est pas. Dans la réalité, on l'est parce qu'on veut être avec nos cuisiniers, on veut être là. C'est des plats à emporter ou des plats où on peut s'asseoir et déjeuner? Alors, aujourd'hui, c'est clairement des plats à emporter. Ceci dit, comme on parlait de convivialité d'échange, à la fin de la transaction, on fournit les coordonnées des uns des autres. Donc, on pourrait imaginer que s'ils souhaitent, ils ont une passion commune, un hobby, et du coup, ils mangeraient. Aujourd'hui, sur ce qui s'est passé, c'est que les gens ont pris à emporter. Est-ce que vous refusez un restaurateur qui s'inscrit? Alors, lorsqu'il y a un restaurateur qui s'inscrit, on est très clair sur le principe que c'est entre voisins. Donc s'il le fait chez lui dans un cadre personnel, c'est tout à fait possible. Sur les 4-5 personnes qu'on a dans ce cas-là, on le voit d'ailleurs, ils le font une fois par semaine. C'est leur jour de repos. Mais on fait attention aussi à ce que le restaurant ne soit pas sur la même zone, dans quel cas il pourrait y avoir des effets de bord. Et sur le plan du prix, c'est 20% moins cher, 50% moins cher? Alors, au niveau du prix, donc on le travaille avec nos cuisiniers. Aujourd'hui, on est sur 8 à 10 euros sur un plat, selon la noblesse des ingrédients, et on est entre 10 et 14 euros sur entrée plat, plat dessert, encore une fois, selon la noblesse des ingrédients. C'est des prix parisiens, je précise. Et est-ce qu'il y a une qualification? On dit après, on a aimé, pas aimé, c'est public? Alors, aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce qui apparaît très rapidement... non, ça n'apparaît pas. Excusez-moi. En fait, il y a une note, et aujourd'hui, sur les 81 premières commandes, on a 4,95 sur 5. Donc c'est vraiment... tous nos cuisiniers, tous nos clients adoraient. Et d'ailleurs, sur 45 jours, et on ne s'y attendait pas, on a déjà des retours, des clients qui reviennent, dont une qui a déjà commandé 4 fois. Et un mauvais cuisinier, vous le mettez à la porte? Alors, c'est une bonne question. Encore une fois, on n'a qu'à 45 jours, donc la question ne s'est pas forcément posée. En fait, si, elle s'est posée sur un cas concret, et en fait, la personne est partie d'elle-même. Puisque il y a le côté... on n'est pas que dans le commercial, bien sûr, il y a cet aspect-là, on est aussi dans le plaisir de cuisiner. Et aujourd'hui, les cuisiniers qui sont chez nous le font parce qu'ils aiment faire ça. Donc, voilà. Mais oui, potentiellement, c'est possible. Merci beaucoup, on vous applaudit.